Bonsoir et bienvenue à la Bibliothèque des rêves. Ce soir, on va voyager sur les 7 mers. Je vais vous parler de l'histoire de la piraterie autour du monde et de l'Antiquité à nos jours. Alors on voyagera de la mer de Chine à l'océan Indien, de la mer Baltique à la Méditerranée, en passant aussi évidemment par les Caraïbes. On découvrira la vie de pirates et de corsaires célèbres, tels que les frères Barbarossa en Méditerranée, Qin Shi en Chine, ou Blackbeard, Barbe Noire. Alors installez-vous confortablement. Vous pouvez fermer les yeux à tout moment, si vous le souhaitez, et si vous vous endormez, vous pourrez toujours revenir plus tard à cet épisode. Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, évaluer cet épisode ou cette émission, commenter. C'est important pour les algorithmes. Avant d'atteindre les Caraïbes, et avec elles l'âge d'or de la piraterie, notre voyage va commencer dans l'Antiquité et au Moyen Âge, parce qu'il y a aussi beaucoup à en dire. Mais cette piraterie antique et médiévale est très rarement représentée. Alors à quoi est-ce qu'elle ressemblait ? Le premier acte de piraterie dont on ait la trace date du XIVe siècle avant Jésus-Christ, il y a plus de 3000 ans, ce qui ne veut pas dire que la piraterie n'existait pas avant, bien sûr. Il est raisonnable de supposer qu'elle a fait son apparition dès que des routes de commerce maritime et une certaine concentration de richesses dans des ports sont apparues. Mais c'est la première irruption de la piraterie dans des archives. Au XIVe siècle, avant Jésus-Christ, l'Égypte antique et d'autres régions de l'est de la Méditerranée étaient attaquées par ce qu'on a appelé les peuples de la mer, qui semble avoir été une sorte de confédération de tribus orientées vers la mer. Semble parce que leurs origines sont assez mystérieuses. Ils auraient pu venir de ce qui est aujourd'hui la Turquie, ou alors de Grèce, ou encore d'autres régions d'Europe du Sud. On ignore pourquoi, à cette époque, ils font soudainement irruption dans la Méditerranée. La Méditerranée orientale était assez peuplée à cette période de l'Antiquité. À elle seule, l'Égypte aurait eu une dizaine de millions d'habitants. Le commerce était actif et la géographie de l'est de la Méditerranée est assez propice à la piraterie. Il y a beaucoup d'îles, comme en mer Égée, Chypre, beaucoup de ports. Et justement, la piraterie apparaît toujours dans des mers qui ont des passages obligés pour les navires. Des passages assez étroits qui forcent le commerce à transiter sur certaines routes. Vous allez voir que beaucoup d'endroits dans lesquels on va se rendre ce soir ont cette caractéristique. Les détroits comme Gibraltar ou Malacca, les Caraïbes. Dans cette même région de la Méditerranée orientale, la piraterie s'installe durablement. Et au premier millénaire avant Jésus-Christ, il y a plusieurs peuples en concurrence pour la domination commerciale. Peuples qui occasionnellement deviennent aussi des pirates. Les Phéniciens du Moyen-Orient, les Illyriens dans les Balkans, les Tyrénéens d'Italie, ou les anciens Grecs, qui sont en pleine ascension économique et culturelle au premier millénaire avant Jésus-Christ. Tous ces peuples produisent des pirates, et au moins pour ce qui est des Grecs, c'est une activité tout à fait respectable si on s'attaque seulement à des étrangers. On voit des références à la piraterie dans l'Iliade et l'Odyssée par exemple. En dehors des marchandises, les Grecs sont aussi à la recherche d'esclaves.
Mais justement, alors que les Grecs s'imposent, pendant ce qu'on appelle leur période classique, le milieu du premier millénaire avant Jésus-Christ, les cités-États et les petits royaumes grecs s'organisent, ils fondent des colonies, et ils prennent le contrôle de certaines routes maritimes, ce qui maintenant en fait plus souvent les victimes que les agresseurs dans la piraterie. Et dans ces nouvelles circonstances, l'acceptation de la piraterie chez les Grecs va aller en diminuant. Et ils vont essayer de lutter contre. Pendant son ascension, Rome doit aussi faire face à la piraterie qui menace ses routes commerciales. Déjà au IIIe siècle avant Jésus-Christ, la mer Adriatique est infestée de pirates. Et au 1er siècle, alors que la République romaine est en pleine guerre civile, il y a une résurgence de la piraterie en Méditerranée orientale, qui rend très dangereux pour des navires isolés de naviguer entre l'Italie et l'Égypte ou le Levant. À l'époque, la grande rivalité à Rome, qui tourne à la guerre civile, c'est celle de Jules César et de Pompée. Pompée qui a le contrôle de l'est de l'Empire, de la Méditerranée orientale. Et Pompée organise la lutte contre les pirates, en les faisant écraser par sa flotte de guerre. Ça met un coup d'arrêt très efficace à la piraterie. Et par la suite, tant que Rome va contrôler tous les rivages de la Méditerranée, en installant ce qu'on appelle la Pax Romana, la paix romaine, pendant plusieurs siècles, la piraterie va être très limitée, assez exceptionnelle. Mais quand Rome décline, au IVe et Ve siècle après Jésus-Christ, et que l'Empire romain d'Occident se disloque, la piraterie repart de plus belle, et pas seulement en Méditerranée. La province romaine de Britannia, en Grande-Bretagne, est en première ligne face à des pirates basés en Irlande et en Écosse, qui attaquent les côtes et s'aventurent aussi sur le continent. Par exemple, au Ve siècle, le saint patron de l'Irlande, saint Patrick, qui était un missionnaire chrétien, est capturé et réduit en esclavage par des pirates irlandais. Dans les tout premiers siècles du Moyen Âge, il y a un fort recul du commerce maritime en Europe de l'Ouest et en Méditerranée occidentale. Mais comme il n'y a plus d'empire romain ou d'État fort pour contrôler la situation, ça devient aussi une période de piraterie assez intense. Les pirates les plus célèbres de l'Europe médiévale sont bien sûr les Vikings, qui lancent des raids depuis leur base en Scandinavie, du 8e jusqu'au 12e siècle. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, j'ai fait un épisode sur l'histoire des Vikings. Les premiers raids vikings ont lieu en Grande-Bretagne au 8e siècle, contre des navires, mais surtout des ports ou des monastères proches des côtes. Et pendant des dizaines d'années, ces raids vikings s'intensifient. Les Scandinaves s'enhardissent ou cherchent des cibles moins bien défendues, ce qui va les emmener très loin de leur base, jusqu'au sud de l'Espagne et même en Méditerranée. Presque toutes les cités accessibles depuis la Scandinavie vont être menacées à un moment ou à un autre, de la Russie à l'Afrique du Nord. Les Vikings attaquent parfois des bateaux, mais encore au 9e et 10e siècle, quand leurs attaques battent leur plein, le commerce maritime n'est pas très intense et les marchandises transportées par la mer ont peu de valeur. Ce qu'ils visent surtout, ce sont les raids sur terre, en arrivant par la mer, parfois en remontant les fleuves grâce à leurs bateaux à fond plat qui peuvent naviguer presque partout. Et ils pillent avant de disparaître aussi vite qu'ils sont arrivés. La raison pour laquelle la piraterie est si florissante au début du Moyen Âge, c'est qu'il n'y a pas de puissance centralisée qui puisse défendre les côtes et protéger les routes maritimes. Mais progressivement, des royaumes féodaux vont apparaître, un peu plus centralisés,
avec une capacité de garder ou surveiller leurs frontières, et aussi de créer des marines et de repousser les pirates. Mais les Vikings ne sont pas les seuls à faire des raids sur l'Europe. En Méditerranée, à la même période, la grande menace pirate qui apparaît, c'est la piraterie musulmane, celle des Arabes et des Maures. Les Maures, ce sont des Berbères qui proviennent du Sahara occidental, du sud marocain au Sénégal. La Mauritanie, c'était une province romaine, en Afrique du Nord-Ouest. Et donc ces pirates musulmans, avec des bases en Afrique du Nord, aussi dans les Baléares ou en Crète, attaquent des ports autour de la Méditerranée. C'est en bonne partie pour les contrer et protéger leurs propres navires que des cités italiennes comme Venise ou Gênes vont développer leur propre flotte de guerre. Et toujours au Moyen Âge, plus au nord, dans la Baltique et la mer du Nord, d'autres navires de guerre apparaissent, les flottes de la Ligue hanséatique. La Ligue hanséatique, c'est une association de villes indépendantes, au départ au nord de l'Allemagne, qui commercent entre elles et qui mettent en place des accords défensifs pour protéger leurs intérêts, ou plus précisément les intérêts de leurs marchands. Cette ligue s'étend au long du Moyen Âge, et au XVe siècle, elle est présente en Pologne, dans les États baltes, en Russie, aux Pays-Bas, et le volume de marchandises échangées progresse de façon soutenue entre ces villes. Tous ces navires de commerce, ça attire la piraterie, et les pirates peuvent trouver refuge à beaucoup d'endroits autour de la mer Baltique. Par exemple, des pirates connus de cette époque sont les frères des Victuailles, Vitalienbrüder en allemand, qui sont installés sur l'île de Gotland, en Suède moderne. Les frères des Victuailles, c'est une sorte de guilde, une fraternité de corsaires initialement. Corsaires, c'est-à-dire qu'ils sont employés par un gouvernement, un État, pour se livrer à la piraterie contre ses ennemis, comme des mercenaires des mers. Ils ont moins de cibles à attaquer, et ils se payent avec le butin, mais en contrepartie, ils peuvent gagner des ports d'attache et une protection officielle de l'État pour lequel ils travaillent. Donc ces corsaires de la Baltique sont employés par les États environnants. Mais quand l'activité de corsaire ne paye plus assez, ils tournent vite à la piraterie. Ils sont tellement puissants qu'à une époque, le commerce baltique s'effondre presque. Et pour en finir avec eux, il faudra qu'une des puissances de la Baltique, l'ordre teutonique, envahisse leur île, l'île de Gotland. Ça a lieu à la fin du XIVe siècle. Généralement, avec la fin du Moyen Âge, l'activité de la piraterie en Europe décline, parce qu'en face, il y a maintenant des royaumes ou des cités qui sont mieux armés et qui contrôlent les mers. Ça amène beaucoup de pirates à se transformer en corsaires, justement. Ça devient pour eux la seule façon de trouver des ports d'attache, et il y a de la demande pour les corsaires, parce que les États européens se font beaucoup la guerre au XVe et XVIe siècle. À cette période, les deux grands royaumes qui deviennent de grands employeurs de corsaires sont justement l'Angleterre et la France. Parce que c'est la façon la plus efficace et économique qu'ils aient trouvée pour s'en prendre aux deux nouvelles puissances maritimes et coloniales, le Portugal et l'Espagne. Deux pays dont les navires ont commencé à ramener en Europe des richesses incommensurables pour l'époque, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique. Il y a de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des tissus et bien sûr des épices. Cette activité des pirates et des corsaires autour des routes coloniales, ça prendra de très grandes proportions, dont je vais vous parler un peu plus tard. Mais à l'époque, encore au XVIe siècle, la grande menace pirate, c'est en Méditerranée qu'elle se situe.
celle des corsaires et des pirates de la côte de Barbarie, en Afrique du Nord. Corsaires parce que parfois ils opèrent avec l'approbation de l'Empire ottoman. Alors ce terme de côte de Barbarie est assez connu, mais de quoi il s'agit? À partir du XVe siècle, l'Empire turc, l'Empire ottoman, s'étend très vite. À partir de ces territoires de l'Anatolie, la Turquie, et le sud des Balkans, il conquiert dans toutes les directions. Il prend la moitié des Balkans, toute la Turquie, le Levant, et ensuite l'Égypte, de nombreuses îles en Méditerranée. Il recrée un empire encore plus étendu que ne l'avait été l'Empire romain d'Orient, Byzance. À l'ouest, l'expansion va jusqu'en Afrique du Nord, ce qui est aujourd'hui la Libye, la Tunisie, l'Algérie. Mais c'est loin de la capitale, d'Istanbul, et ces territoires ont un assez grand degré d'autonomie. Ils sont des dépendances de l'Empire ottoman, qui reconnaissent le sultan à Istanbul, mais qui s'administrent en bonne partie eux-mêmes. Cette influence ottomane en Afrique du Nord s'installe au XVIe siècle, et il existait déjà une tradition de piraterie en Méditerranée, mais elle prend des proportions bien plus grandes maintenant que l'Empire ottoman sécurise les cités d'Afrique du Nord et approuve l'activité de ces pirates, qui deviennent des corsaires à son service. En plus, il est un très bon client pour les esclaves que ces corsaires d'Afrique du Nord capturent. Ce qu'on appelle la côte de Barbarie, c'est cette grande zone qui va de l'ouest de la Libye jusqu'au Maroc, et où les corsaires ou pirates trouvent beaucoup de ports, de bases arrières, où ils peuvent opérer avec l'assentiment plus ou moins officiel des autorités locales. Cette côte de Barbarie attire des pirates et des parias de toute la Méditerranée, et même au-delà. Par exemple, un corsaire de Barbarie célèbre est un Anglais, John Ward, rebaptisé Yusuf Rais, qui est basé à Tunis. Un autre, Simon Danzeker, qui est installé à Alger et qui s'illustrera en capturant une quarantaine de navires au cours de sa carrière, est en fait un Hollandais. Mais les corsaires de Barbarie les plus célèbres, ce sont les frères Barbarossa, qui sont originaires de la mer Égée, de l'île de Lesbos, qui est grecque aujourd'hui. Ils font tous les deux une carrière brillante, sous pavillon ottoman, comme corsaires. Le frère aîné, Oruç Reis, commence sa carrière au XVe siècle, au Levant. Il opère entre la Turquie, la Syrie et l'Égypte. Mais il est capturé par les chevaliers hospitaliers, qui sont installés sur l'île de Rhodes. C'est une enclave chrétienne dans la Méditerranée orientale, qui est complètement dominée à cette époque par les États musulmans, depuis que Byzance s'est effondrée. Il est gardé prisonnier presque 3 ans, avant d'être délivré avec l'aide de son jeune frère. On lui confie une flotte de galères ottomanes pour attaquer les navires des hospitaliers de Rhodes. Il le fait, et en plus il lance des raids dans d'autres parties de la Méditerranée, avec des flottes de plus en plus grandes, prêtées par l'Empire ottoman. En 1503, il installe sa base en Tunisie, sur l'île de Djerba, et il y est rejoint par son frère, dont on va parler dans une minute. À l'époque, en 1503, la Tunisie n'est pas encore entrée dans l'orbite des Ottomans, et elle a un sultan. Sultan, en fait, c'est un titre qu'on peut traduire par souverain dans l'histoire musulmane. C'est un titre à la fois politique, parce que le sultan est un dirigeant qui détient un pouvoir très étendu, quasi absolu, et aussi religieux. Il défend les musulmans et il en tire sa légitimité. Donc il y a un sultan à Tunis qui laisse Oruç Reis utiliser le port de Tunis, la Goulette, comme base, contre 1/3 de son butin futur.
Les deux frères qui combattent ensemble utilisent cette base de Tunis pour attaquer des navires italiens et lancer des raids sur les côtes de Sicile et du sud de l'Italie. Devant son succès, d'autres s'installent aussi à Tunis, et ils en font un grand port corsaire ou pirate. Orouch Reis gagne aussi une grande réputation dans le monde musulman en transportant des musulmans qui fuient l'Espagne pour les installer dans des régions plus sûres pour eux. Vous savez qu'à la fin du XVe siècle, les rois catholiques d'Espagne, de Castille et d'Aragon terminent la reconquête de la péninsule ibérique. Ils finissent de reprendre l'Andalousie et de détruire le sultanat contre lequel les royaumes espagnols et le Portugal se sont longtemps battus au Moyen Âge. Ils terminent cette reconquête juste au moment où Christophe Colomb atteint l'Amérique pour leur compte, en 1492, ce qui va ouvrir la voie à l'expansion coloniale de l'Espagne. Mais cette reconquête, elle n'est pas seulement territoriale, elle se veut aussi religieuse et spirituelle. Les minorités religieuses, juives et musulmanes, qui vivent en Espagne, sont pressées de se convertir au catholicisme, de façon plus qu'insistante, par la force si nécessaire. Certains acceptent, et d'autres font mine d'accepter, ou encore d'autres émigrent. Mais des années après la fin de la Reconquête, il reste encore des communautés musulmanes dans le sud de l'Espagne qui refusent de se convertir. Alors, Orouch Reis leur permet d'émigrer par milliers en les transportant vers l'Afrique du Nord sur ses navires. En 1516, les deux frères prennent le contrôle d'Alger et ils sont maintenant à plein temps engagés dans la lutte navale contre l'Espagne, qui est devenue la puissance navale dominante dans l'ouest de la Méditerranée. Orouch Reis devient le nouvel homme fort d'Alger et il rejoint officiellement l'Empire ottoman pour sa protection. Il devient alors bey d'Alger. Bey, c'est-à-dire gouverneur de la province, qui est maintenant ottomane. Et il poursuit la lutte contre les Espagnols, qui sont devenus de plus en plus hardis et qui lancent des attaques en Afrique du Nord pour y installer des bases. Sa carrière de gouverneur est courte parce qu'en 1518, 2 ans après s'être imposé à Alger, il est tué à Tlemcen, dans l'ouest de l'Algérie, et son titre et son pouvoir passent à son frère, Hayreddin Barbarossa, surnommé aussi Issir Reis. Frère qui va poursuivre le combat de son aîné avec des renforts envoyés par l'Empire ottoman. Il arrive à repousser les Espagnols d'Algérie et il lance des raids contre les côtes de l'Espagne, de l'Italie et du sud de la France. Il arrive même à capturer des navires espagnols qui rentrent d'Amérique en 1522. Après des années de combat, il finit par devenir l'amiral le plus distingué de l'Empire ottoman, et il est nommé grand amiral de la flotte ottomane. La première moitié du XVIe siècle, c'est une période où la puissance ottomane paraît inarrêtable. La peur des Turcs gagne une bonne partie de l'Europe, et c'est vrai aussi bien sur terre qu'en Méditerranée, sur la mer. Le sommet de sa carrière, alors qu'il a plus de 60 ans, c'est en 1538, quand sa flotte bat une flotte combinée de plusieurs États italiens et de l'Espagne. Après encore des années d'expédition et de lutte sur la Méditerranée, il prend finalement sa retraite en 1545 à Istanbul, et c'est là qu'il meurt l'année suivante, à 68 ans. Il a eu une vie extraordinaire, et malgré tous les risques qu'il a pris, il est un des rares corsaires ou pirates dont je vais vous parler ce soir, à être mort dans son lit, de cause naturelle. Cette activité de la côte de Barbarie connaît son apogée au XVIe siècle. Mais elle dure bien après les frères Barbarossa, presque jusqu'au XIXe siècle en fait.
elle reste une menace pour les navires marchands qui entrent en Méditerranée par le détroit de Gibraltar. Parce que même après le déclin des Ottomans, les pirates et corsaires de Barbarie se trouvent d'autres alliés. Au XVIIe siècle, ils sont encouragés par la France contre l'Espagne, ensuite par les Hollandais et les Anglais contre la France, jusqu'au Congrès de Vienne, après les guerres napoléoniennes, en 1814-1815, où les royaumes européens se mettent d'accord, ils s'allient pour éradiquer cette menace pirate. Et la menace de la côte de Barbarie finit de disparaître en 1830, quand la France commence l'invasion de l'Algérie. Mais alors que les pirates de Barbarie terrorisent encore l'Europe du Sud pendant des siècles, un autre point chaud de la piraterie dans le monde, c'est les côtes de la Chine. Alors, transportons-nous un peu en Asie pour voir de quoi il en retourne. Au IXe siècle, en plein Moyen-Âge européen, on sait grâce aux archives chinoises qu'il y a déjà une activité pirate intense dans la mer Jaune, au nord de la Chine. Au XIIIe siècle, des pirates qui sont basés au Japon lancent des raids pour piller les zones côtières en Chine. Et cette menace s'intensifie sous la dynastie des Ming. Les Ming, c'est la dynastie qui règne sur la Chine pendant presque 300 ans, entre 1368 et 1644. Et durant leur règne, le commerce maritime privé est interdit. Le commerce par la mer doit être entièrement contrôlé ou administré par l'État. C'est pas très surprenant quand un monopole de ce type apparaît, qu'aussitôt des contrebandiers apparaissent aussi pour contourner la règle, et à l'occasion, ils deviennent des pirates. Mais cette activité de piraterie reste quand même limitée sous les Ming. Le vrai âge d'or de la piraterie chinoise, ça va commencer après, sous la dynastie suivante, celle des Qing. La dynastie Qing, ou la dynastie Manchu, parce que les Mandchous ont conquis la Chine depuis le nord, c'est la dernière dynastie impériale de l'histoire de Chine. Elle règne 2 siècles et demi, entre 1644 et 1911. Au cours de ces plus de 2 siècles, il va y avoir des hauts et des bas. C'est une autre histoire qu'on explorera d'ailleurs bientôt dans un autre épisode. Mais en général, à cette époque, l'État chinois devient de plus en plus faible, en retard technologiquement, et incapable de se défendre contre les appétits étrangers, comme ceux du Japon, et encore plus ceux des puissances européennes. Au XVIIIe siècle, des flottes chinoises pirates, privées, deviennent de plus en plus grandes, à tel point qu'elles contrôlent des villages sur la côte et qu'elles lèvent leurs propres impôts, c'est-à-dire qu'en fait elles font du racket. En plus, elles attaquent très régulièrement le commerce maritime entre les provinces chinoises, en particulier entre les provinces du sud, comme le Guangdong, et leur puissance atteint son maximum au début du XIXe siècle. Les plus grandes figures de cette période sont un pirate appelé Zheng Yi, et encore plus sa femme, Zheng Yi Sao, plus connue sous le nom de Qing Shi. Zheng Yi, le mari, est né au Guangdong en 1765, dans une famille de pirates. C'était l'activité familiale depuis plusieurs générations. Donc sa destinée apparaît toute tracée. Il apprend la navigation et le combat depuis son plus jeune âge, et grâce à son charisme et sa réputation, il arrive à former une coalition de pirates sous son commandement. En 1804, sa flotte est énorme, et on estime qu'il a environ 10 000 hommes sous ses ordres, c'est-à-dire une petite armée privée. Il meurt en 1807, et sa femme hérite de la flotte entière, qui a encore grandi et qui comprend plus de 300 jonques avec 20 000 hommes.
ils ont continué à s'étendre en prospérant grâce à leur prédation sur le commerce et les zones côtières qu'ils ont mis en coupe réglée. À cette époque, en 1807, cette flotte aurait pu lui permettre d'attaquer même la marine des Qing, qui est réputée assez faible. Les origines de Qingxi ne sont pas bien connues. Elle est née en 1775. Elle y travaille sur un bordel flottant. Peut-être qu'elle le possède. On ne sait pas exactement. Mais il s'agit d'une maison de passe, sans doute assez sordide. On ne sait pas pourquoi elle épouse Zheng Yi. Il est possible qu'il soit tombé amoureux, mais ça pourrait aussi être parce qu'elle lui fournit une mine d'informations sur les mouvements des navires, qui sont toujours très utiles aux pirates. En tout cas, il se marie, et quand son époux meurt prématurément, il a seulement 39 ans, elle se révèle extrêmement habile, charismatique et d'une grande autorité. Aussitôt, à la mort de son mari, elle s'assure de garder le contrôle de leur petit empire pirate. Elle s'allie avec certains de leurs anciens rivaux. Elle s'assure du soutien de la famille de son mari. Et pour assurer son contrôle sur la flotte, elle édicte son propre code de loi, son règlement, que tous les pirates qui lui répondent doivent suivre. Elle finit par diriger une sorte d'État pirate qui opère sur la côte de Chine, entre Macao et Canton. Les villages de cette côte sont sous son contrôle. Il lui paye tribut, et elle n'hésite pas à attaquer des villes et tout navire du gouvernement chinois ou d'autres pirates qui passeraient par les eaux qu'elle considère maintenant comme les siennes. En 1808, le gouvernement chinois essaye de s'attaquer au problème, et il attaque sa flotte dans une série de batailles qu'elle remporte. Elle écrase aussi d'autres pirates, et à ce stade, elle est au sommet de son pouvoir. Ce qui va causer sa chute, ou plutôt sa sortie de la piraterie, c'est que les jonques chinoises ne peuvent pas grand-chose contre des navires européens du XIXe siècle. En 1809, une flotte portugaise, les Portugais sont à Macao, qu'ils occupent, donc une flotte portugaise lui inflige une grosse défaite, et elle réalise qu'elle a trop d'ennemis entre la dynastie Qing, les autres pirates et les Européens qui sont intouchables sur mer. Mais elle est maline, alors elle négocie avec le gouvernement. Elle accepte une offre d'amnistie si elle arrête son activité, contre le droit de garder son butin. Ça lui permet de revenir dans la légalité, et par la grande porte, puisqu'elle s'établit comme femme d'affaires. Elle va ouvrir une maison de jeu et un bordel, s'investir dans le commerce du sel, et comme ça elle va vivre encore longtemps et plus paisiblement, jusqu'à mourir dans son lit en 1844. Après la retraite de Qingxi, les pirates chinois restants déclinent au XIXe siècle. Leur époque est passée, parce qu'ils sont pris entre les puissances commerciales qui veulent commercer tranquillement avec la Chine, à leur avantage, les Britanniques à Hong Kong, les Français qui vont arriver au Vietnam, même les Américains. Et la piraterie finit par être poursuivie et écrasée. Dans les années 1870, les flottes de jonques pirates cessent d'exister. Et à la même période, une autre forme de piraterie qui disparaît, c'est celle qui touchait l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines. Là encore, l'existence des pirates était ancienne, et la piraterie y avait prospéré depuis au moins le Moyen-Âge. Ça avait aussi été le cas autour de l'océan Indien, comme dans le golfe Persique. Les détroits, comme le détroit de Malacca ou le détroit d'Ormuz, et toutes les petites îles, comme celle de l'Indonésie, étaient très favorables à l'activité des pirates. Mais au XIXe siècle, alors que les navires européens surclassent maintenant largement ceux des pirates locaux, et que le commerce colonial est devenu un enjeu à protéger,
les pirates sont pourchassés et on leur coupe leur base. Mais avant ça, l'époque et la région qui ont façonné notre imagerie de la piraterie, au moins dans le monde occidental, ce sont les Caraïbes, du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé dans les Caraïbes pour qu'elles deviennent le symbole de la piraterie? Il faut revenir un peu en arrière. Les premières flottes européennes dans la région sont espagnoles, et elles arrivent après 1492 et les voyages de Christophe Colomb. Il y a des centaines d'îles dans les Caraïbes, petites et moyennes, comme celles des Antilles ou des Bahamas, ou plus grandes, comme Cuba, Hispaniola, Saint-Domingue, la Jamaïque ou Porto Rico. Les Espagnols colonisent certaines d'entre elles, mais ils en ignorent aussi beaucoup pour se concentrer sur le continent lui-même, sur l'Amérique continentale. Déjà au Mexique, dans les années 1520, et ensuite en Amérique du Sud, où ils envahissent l'empire des Incas et d'autres territoires. Pour eux, ces conquêtes continentales sont beaucoup plus rentables immédiatement que de fonder des colonies sur des îles des Caraïbes. Elles leur permettent de mettre la main sur d'énormes quantités d'or et d'argent. Au départ, c'est du pillage, mais très vite, ils mettent des mines en exploitation. Des mines très productives, comme celle de Zacatecas, au Mexique, ou les mines d'argent de Potosí, en Bolivie, qui produisent plus à l'époque que n'importe quelle autre mine dans le monde. Ce sont des jackpots. Encore plus que l'or, c'est l'argent qui est produit en abondance. C'est seulement plus tard, au XVIIe siècle, qu'une économie coloniale fondée sur les plantations et la production de produits exotiques comme le sucre, le café, le cacao, les teintures, le tabac, le coton, que tout ça va se mettre en place dans le Nouveau Monde. Au XVIe siècle, les possessions espagnoles en Amérique génèrent encore tellement de richesses pour les conquistadors et la couronne espagnole qu'il n'y a pas encore beaucoup d'intérêt pour développer une production destinée à l'exportation. Quand je dis beaucoup de richesses, c'est pas quelques coffres de métaux précieux envoyés chaque année en Espagne, c'est des dizaines de tonnes qui font le voyage chaque année. Au milieu du XVIe siècle, le royaume d'Espagne a plus de revenus qu'aucun royaume européen n'en a jamais eu. Mais pour l'essentiel, cette richesse ne reste pas longtemps en Espagne. L'Espagne est en guerre contre la France, l'Angleterre, les Ottomans, dans des régions en révolte comme les Pays-Bas, et donc elle sert surtout à payer des armées, des navires, et même bientôt des aliments, parce que l'Espagne n'en produit plus assez. Sa population a commencé à baisser à cause de l'émigration vers l'Amérique, et elle manque de bras. Quand on dépense plus sans produire plus, ça va directement dans les prix. Les prix montent, il y a de l'inflation. Au final, cet or et cet argent américain vont surtout enrichir l'économie de toute l'Europe de l'Ouest. Et l'État espagnol dépense tellement qu'il se retrouve même plusieurs fois en banqueroute. Mais c'est une autre histoire. Alors pour rapatrier ces trésors américains, dont ils dépendent de plus en plus, les Espagnols passent par le port de Séville, au sud de l'Espagne. Et évidemment, ces navires chargés de trésors sont une proie assez tentante. Les premières attaques contre ces galions espagnols sont déclenchées par des pirates français, qui les attendent soit près de leur port de départ, dans les Caraïbes, soit près de leur destination, avant d'arriver à Séville. Comme pendant une bonne partie du XVIe siècle, la France et l'Espagne sont en guerre, et que la France n'a pas de flotte puissante, elle n'hésite pas à employer ses pirates comme corsaires pour attaquer les navires espagnols. Pour contrer la menace pirate et corsaire, les Espagnols organisent un système de convois et ils créent ce qu'on appelle la flotte de l'or,
la flotte du trésor. Une fois par an, et pendant plus de 2 siècles, une grande flotte fait voile de Séville vers la Nouvelle-Espagne, avec comme destination le port de Veracruz ou celui de Panama. La flotte emmène en Amérique des passagers, des troupes et des produits manufacturés. Elle charge ensuite les impôts payés par les colonies et d'énormes quantités d'argent et d'or avant de retourner en Espagne. Ce système s'avère très efficace et le convoi dans son ensemble est trop lourdement armé pour être attaqué. Ça n'arrivera jamais, parce qu'aucune flotte pirate ou corsaire ne peut rivaliser. Mais parfois des navires pirates suivent le convoi, comme des vautours, comme des prédateurs en chasse, en espérant qu'un navire va s'en séparer, par exemple à cause d'une tempête. Donc la flotte de l'or fonctionne, mais elle n'empêche pas la piraterie parce qu'au XVIe siècle, et encore plus au XVIIe, de nouvelles nations s'intéressent à la colonisation des Amériques, surtout la France, l'Angleterre et les Pays-Bas. Je vous disais avant que les îles des Caraïbes étaient restées relativement vides de colons espagnols, même si l'Espagne les a réclamées pour elle-même. Les Espagnols ont créé des ports coloniaux importants à Cuba et Hispaniola. Mais le reste des îles des Caraïbes n'est pas occupé. Ça va vite changer parce qu'à la fin du XVIe siècle, les Européens réalisent que certaines cultures, comme la canne à sucre ou le café, peuvent être aussi profitables, si ce n'est plus à long terme, que la seule extraction d'or et d'argent. C'est à cette période que différents pays s'emparent des îles des Caraïbes, pour en faire le pilier d'une économie coloniale centrée sur l'océan Atlantique. Les plantations en Amérique vont avoir besoin de main-d'œuvre, et il y a très peu d'indigènes dans les Caraïbes. Leur population s'effondre vite à cause des maladies et de l'esclavage. Alors on se tourne vers la source la plus économique d'esclaves, l'Afrique. Les navires se prêtent à ce qu'on appelle le commerce triangulaire, un voyage vers l'Afrique pour aller y acheter des esclaves aux marchands et aux chefs de tribus locaux, ensuite une traversée de l'Atlantique vers les Caraïbes pour y vendre les esclaves et acheter aux plantations les produits coloniaux, et enfin un retour en Europe où on vend ces produits avec de très grosses marges. Au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle, ce commerce atlantique explose. Au lieu des quelques dizaines de navires qui traversent l'océan au XVIe siècle chaque année, ça va devenir des centaines de traversées. Au début du XVIIe siècle, l'Espagne est déjà bien affaiblie par ses guerres, par ses banqueroutes et sa population qui baisse. Elle ne peut pas empêcher les pays européens de fonder des colonies dans les Caraïbes et en Amérique en général. Ces nouvelles colonies, dédiées aux plantations, vont souvent avoir un grand succès. Les Anglais s'installent en Jamaïque, par exemple, et dans les Bahamas, les Français en Martinique et dans l'ouest d'Hispaniola, ce qui deviendra Haïti, ou les Hollandais à Curaçao. Tous ces pays sont en guerre ou hostiles à l'Espagne, et donc ils sont contents d'offrir des bases aux corsaires directement dans les Caraïbes pour attaquer les navires et les ports espagnols. Parmi ces bases, il y a une île réclamée par la France au large d'Haïti, qui est l'île de la Tortue. Et cette île se transformera en refuge pour tout type de corsaires, de contrebandiers, et même bientôt de pirates. Elle commence même à se fortifier, et ce nom d'île de la Tortue, vous le connaissez sans doute, parce qu'elle va connaître un destin singulier. Elle va devenir l'île symbole de la piraterie. Alors c'est tout ça qui forme le contexte, la toile de fond de cet âge d'or de la piraterie des Caraïbes, qui commence autour de 1660. La région des Caraïbes devient plus riche, ou plutôt les propriétaires de plantations s'enrichissent,
En tout cas, il y a du butin potentiel. On a des flux de commerce très importants qui s'intensifient entre les îles, depuis l'Afrique, vers l'Europe, avec des centaines de navires marchands, grands et petits, qui passent par les Caraïbes. Il y a 4 grandes puissances coloniales, l'Espagne, la France, l'Angleterre et les Pays-Bas, avec leurs conflits et leurs intérêts, qui seront toujours prêtes à protéger des corsaires pour peu qu'ils s'attaquent aux autres, et enfin une géographie avec plein d'îles où se cacher et faire relâche. Et en plus, une population cosmopolite, des Européens de toute provenance, dont beaucoup sont des repris de justice ou des délinquants, qui sont partis aux Amériques se mettre un peu à l'abri, se faire oublier. Il y a aussi beaucoup d'anciens esclaves, des Africains en fuite, des immigrants et bientôt des créoles. Les créoles, ce sont les descendants d'immigrants qui sont nés en Amérique. Et aussi beaucoup de marins souvent expérimentés, parce qu'ils ont travaillé ou combattu en Europe avant d'arriver. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, ces puissances coloniales européennes sont régulièrement en guerre. C'est l'époque des guerres de Louis XIV. Il y a aussi 3 guerres anglo-néerlandaises, des guerres franco-hollandaises, ensuite des coalitions, incluant les Anglais et les Néerlandais, contre la France. Et donc tous ces États encouragent les corsaires, comme une arme parmi d'autres, pour frapper leurs ennemis. Ça veut dire aussi que personne n'a les moyens, ni l'intention d'ailleurs, de faire la police dans les Caraïbes, pendant plusieurs décennies. Et c'est dans ce vide, dans cet environnement, que les pirates vont prospérer. Les pirates actifs spécifiquement dans les Caraïbes sont appelés des boucaniers, et parfois ils vont développer des particularités qu'on n'a pas encore vues ailleurs, comme l'instauration de lois entre guillemets, parce qu'elles ne sont pas écrites, ni appliquées dans un territoire bien défini. Ce sont plutôt des règles. Ils vont mettre aussi en place des formes de démocratie à bord des navires. Alors pour saisir tout ça, je vais vous parler de quelques figures célèbres de cette époque, de la piraterie atlantique et des Caraïbes. Entre autres, Jean Fleury, Blackbeard, Barbe Noire, et Henry Morgan. Jean Fleury, c'est le tout début de la piraterie sur l'Atlantique, et il est notamment connu pour avoir capturé des galions espagnols qui transportaient le trésor aztèque que le conquérant du Mexique, Hernán Cortés, avait expédié vers l'Espagne. On ne connaît pas sa date de naissance, mais on sait que pendant les guerres d'Italie, au début du XVIe siècle, Jean Fleury était pilote, et qu'ensuite il a eu un petit escadron sous son commandement. En 1522, l'escadre qu'il commande aperçoit 3 navires espagnols au large du Portugal, qui approchent de leur destination, de Séville, où ils reviennent depuis le Mexique. Il ne le sait sans doute pas, mais ces 3 galions sont chargés d'un trésor, pillé au Mexique et envoyé comme tribut par Cortés. C'est pas tout l'or des Aztèques, mais c'est quand même énorme. Il capture ces galions, et sur le voyage de retour vers la France, il attaque un autre navire espagnol, qui lui revient de Saint-Domingue. Ces attaques se produisent avant que les Espagnols ne mettent en place leur système de convoi. Le trésor que Fleury rapporte et présente au roi, à François Ier, est énorme. Plusieurs tonnes d'or, des émeraudes, des perles, du jade, et beaucoup d'œuvres d'art aztèques comme des masques et des parures. C'est notamment cette capture qui permet aux Français de saisir l'ampleur des trésors que les Espagnols ont trouvés en Amérique. Fleury s'illustre encore l'année suivante en capturant une trentaine de navires portugais et espagnols. Mais il finit mal. Il est capturé
et il sera pendu en Espagne pour acte de piraterie. Une autre figure, cette fois de l'âge d'or de la piraterie dans les Caraïbes, c'est Barbe Noire. Il est né autour de 1680, en Grande-Bretagne, et il a probablement grandi à Bristol, peut-être dans une famille assez aisée, parce qu'il est éduqué. En tout cas, il sait lire et écrire. Il serait arrivé jeune dans les Caraïbes, avant d'avoir 20 ans, sans doute sur un navire esclavagiste, parce qu'à cette époque, Bristol est un port important dans le commerce triangulaire. Une fois dans les Caraïbes, il devient probablement membre d'un équipage de corsaires pendant plusieurs années, avant de passer à la piraterie. Comme on l'a vu, la frontière entre les deux est toujours très poreuse. Il s'installe dans les Bahamas, sur l'île de New Providence, qui est devenue un repère de pirates, parce qu'elle a un port naturel qui peut accueillir un grand nombre de petits navires, des centaines. Mais en même temps, ce port n'est pas en eau profonde, et les alentours de l'île ont des eaux très peu profondes, si bien que des navires plus lourds, comme ceux des marines nationales, ne peuvent pas approcher. Et New Providence n'est pas très loin du détroit de Floride, qui est un passage très actif de navires qui repartent vers l'Europe. Comme Tortuga, l'île de la Tortue, New Providence s'est transformé en port pirate, avec une petite population de résidents permanents et une population bien plus grande de pirates qui viennent faire relâche, s'abriter, dépenser une partie de leur butin ou recruter des membres d'équipage. En 1714 se termine en France un énorme conflit, la guerre de succession d'Espagne, qui oppose la France de Louis XIV et l'Espagne à quasiment tout le reste de l'Europe, pour empêcher Louis XIV de placer un membre de sa famille sur le trône d'Espagne, ce qu'il entend faire par ambition, mais aussi pour éviter que l'Espagne bascule du côté de l'Autriche. Si un Bourbon, un membre de la famille de Louis XIV, monte sur le trône d'Espagne, le risque d'une union entre les deux royaumes, plus tard, est très élevé. Et ça, l'Autriche, l'Angleterre ou les Pays-Bas ne veulent pas en entendre parler. C'est l'origine de cette guerre. Donc la guerre de succession d'Espagne se termine en 1714, et il s'ensuit une période de paix entre les pays présents dans les Caraïbes, Espagne, France, Angleterre, Pays-Bas, ne vont plus être en guerre pendant des dizaines d'années. Et ça ne fait pas les affaires des corsaires. Beaucoup passent à la piraterie, y compris le futur Barbe Noire. Ils commencent avec de petits coups, contre des navires qui transportent de la farine ou du vin. Jusqu'en 1717, où il finit par commander un petit groupe de 3 navires. Il capture ensuite un grand navire de commerce français qui fait du commerce d'esclaves, et il le transforme en navire de combat. Il le rebaptise Queen Anne's Revenge, la revanche de la reine Anne. Le navire est équipé de 40 canons, ce qui est beaucoup pour un navire pirate à l'époque, et ça lui donne la possibilité d'attaquer de grosses proies, des navires marchands lourds qui sont eux aussi armés. En 1717, il a 150 hommes sous son pavillon, et il s'enhardit toujours plus, jusqu'à atteindre le pic de sa puissance en 1718. Il s'illustre avec des attaques spectaculaires et inattendues. Par exemple, il met le blocus sur une ville coloniale anglaise, Charlestown, en Caroline du Sud. C'est à cette époque qu'il devient célèbre sous le nom de Barbe Noire, parce qu'il portait une barbe épaisse et longue. La légende dit qu'il mettait aussi des longues mèches dans son chapeau, qui brûlaient en faisant de la fumée, pour terrifier ses ennemis. Ça donnait l'impression que de la fumée émanait de lui, comme un démon. Mais comme souvent chez les pirates, le sort tourne. Il est capturé
et tué en 1718 dans une bataille. De son vivant, il était considéré comme un malfaiteur répugnant, un criminel. Il n'y avait rien qui séduisait chez lui. Mais c'est après qu'il va être transformé en personnage romantique, un peu exagéré sans doute. On retrouve beaucoup de son imagerie dans des personnages de fiction, comme le capitaine Crochet ou le personnage de Johnny Depp dans Les Pirates des Caraïbes. En fait, de son vivant, on n'a aucune preuve qu'il ait été un personnage particulièrement cruel ou excentrique. Il n'a jamais maltraité ou exécuté des captifs, et il a toujours commandé avec l'assentiment de ses équipages. Un autre pirate, ou plutôt surtout un corsaire, qui a causé beaucoup de destruction, et pendant longtemps, c'est Henry Morgan, 50 ans avant Barbe Noire. Morgan était d'origine galloise, et on ignore comment il s'est retrouvé dans les Caraïbes, mais on sait qu'il était un ami du gouverneur britannique en Jamaïque dans les années 1660, et ce gouverneur lui donne une lettre de mission, le permis d'attaquer comme corsaire les navires espagnols en 1667. À l'époque, les relations entre Espagne et Angleterre étaient hostiles, même si la guerre n'était pas déclarée. Morgan se distingue en menant des raids sur Cuba, sur Panama et autour de Maracaibo, au Venezuela actuel, en détruisant au passage des navires espagnols. En 1671, il attaque la ville de Panama par surprise, parce que la ville n'est pas sur la côte caribéenne, elle est de l'autre côté de l'isthme de Panama, sur le Pacifique. Alors il traverse discrètement l'isthme de Panama, qui n'est pas très large, pour attaquer la ville par surprise. Mais en 1671, les relations entre l'Angleterre et l'Espagne se sont bien améliorées. Alors, pour apaiser les Espagnols, les Anglais se désolidarisent de cette action et ils capturent Morgan pour l'envoyer à Londres. Mais une fois en Angleterre, loin de le punir, on le traite en héros et on finit par le renvoyer en Jamaïque avec le titre de lieutenant-gouverneur. Il y reste jusqu'à sa mort en 1688. Donc Morgan est un de ceux qui ont réussi leur retour à la vie civile. Il meurt même riche et respecté, propriétaire d'une énorme plantation de sucre en Jamaïque. Il y a encore bien d'autres noms de pirates des Caraïbes moins célèbres, mais qui ont eu leur heure de gloire. Edward Lowe, Charles Vannes, François Leclerc, Bartholomew Roberts. La grande majorité sont des hommes, mais il y a eu des femmes pirates aussi, qui ont commandé des navires, comme Anne Bonny ou Mary Read. Le monde des pirates était, par définition, hors la loi des États. Mais vu le temps qu'a duré cette piraterie dans les Caraïbes et l'ampleur du phénomène, les pirates ont créé leurs règles, leurs codes, et aussi leurs lieux, leurs endroits, qui n'étaient pas des États constitués, mais qui devenaient des entités territoriales. Je vous ai parlé de New Providence, dans les Bahamas, et un autre exemple célèbre, qui est l'île de la Tortue, où, pour une période, il y a eu une sorte de république pirate. Pourtant, il faut un peu se méfier de l'image romantique et un peu aseptisée de cette piraterie qu'on a aujourd'hui. C'est pas du tout comme ça qu'elle est perçue au XVIIe et au XVIIIe siècle. À l'époque, les pirates sont craints, mais aussi détestés. Ils sont représentés comme des êtres répugnants pour leur violence et leur rejet des lois. De la même façon qu'aujourd'hui, on représenterait des membres des cartels de la drogue, par exemple. Pour comparer, le lieu dans le monde où il y a eu de la piraterie ces 20 dernières années, c'est en face de la Corne de l'Afrique, en face de la Somalie. Mais personne ne représente ces pirates comme des héros libres et romantiques. Ils sont réprouvés.
Et c'est comme ça qu'on voit la piraterie au XVIIe et au XVIIIe siècle, comme de la criminalité pure et dure. Maintenant, il est vrai aussi que les pirates embrassent une culture propre, et avec elle, des règles. Les gens devenaient pirates plus ou moins volontairement, parfois en choisissant cette vie, ou alors parce que l'alternative était insupportable, comme pour les esclaves en fuite. Les punitions pour les esclaves échappés étaient inhumaines, et rejoindre la piraterie, ça devenait un choix rationnel. Le monde des pirates était aussi beaucoup moins raciste que celui des îles coloniales, ce qui n'était pas difficile. Donc sur les navires, il y a des règles, et l'équipage les accepte avant de partir. Il y a un code d'habillement, un dress code. On n'a pas d'uniforme, mais des règles s'appliquent. Les femmes sont généralement interdites à bord. Souvent, il est aussi interdit de fumer, pas pour des raisons de santé, évidemment. C'est parce que c'est dangereux avec la poudre. Ces règles pouvaient être discutées avant le départ et soumises au vote. Autre chose qui était discutée avant, c'était la répartition du butin. Qu'est-ce qu'il adviendrait des profits? Typiquement, le capitaine aurait 5 ou 6 parts pour lui, les membres d'équipage expérimentés 2 parts, les hommes normaux, entre guillemets, 1 part, et les plus jeunes, les bleus à leur première expédition, ou les adolescents, 1 demi-part. À cette époque, le partage des profits est très éloigné de ce qu'on voit dans les sociétés européennes, qui sont bien plus inégalitaires que ça. Et ça explique aussi l'attractivité de la vie de pirate pour les Européens pauvres, et encore plus pour les esclaves en fuite. Ça a contribué aussi à ce que des milliers d'hommes choisissent cette voie. Mais comme ailleurs dans le monde, finit par se produire dans les Caraïbes ce qu'on a déjà vu ailleurs. Les circonstances politiques qui ont permis que la piraterie prospère finissent par changer. Après la guerre de succession d'Espagne, l'Europe devient bien plus paisible, et il n'y a plus de grands conflits avec des répercussions majeures en Amérique avant la guerre de 7 ans. Mais elle aura lieu 40 ans après. Ce que ça veut dire pour l'Amérique, c'est que les royaumes européens vont maintenant plutôt développer leurs colonies et se mettre à faire la police dans les Caraïbes, en particulier la marine britannique, la Royal Navy, qui s'est hissée au rang qu'elle ne va plus lâcher pendant le XVIIIe siècle. Alors maintenant, l'Angleterre, la France ou l'Espagne se retournent contre les pirates, et ils éradiquent leurs bases. C'est la fin des havres pirates comme New Providence ou la Tortue. Certains pirates vont essayer de se refaire et de trouver des eaux plus prospères en partant pour l'océan Indien, autour de Madagascar, où transite aussi le commerce entre l'Europe et l'Inde et l'Extrême-Orient, pour arraisonner des navires qui vont ou reviennent de Chine, du Japon, d'Indonésie ou d'Inde. Cette piraterie va aussi connaître une petite période faste, mais courte. À nouveau, on les traque, et à la fin du XVIIIe siècle, cette forme de piraterie occidentale a complètement disparu. Au XIXe siècle, les marines croissent de façon exponentielle par leur tonnage, mais la piraterie est très contrôlée, et elle ne connaîtra jamais de grande résurgence comparable à ce qu'elle a été. La piraterie ne disparaît jamais complètement, mais elle devient plus sporadique. Je vous mentionnais le large de la Somalie ces dernières décennies. On en a aussi vu un peu en face des côtes du Venezuela ou en Indonésie. Mais elle n'est plus de nature à perturber très fortement les flux de marchands ou à menacer la souveraineté des États, comme on l'a vu par le passé en Méditerranée, en mer de Chine ou dans les Caraïbes. C'est la fin de notre épisode pour ce soir. Je serai bientôt de retour avec une nouvelle aventure. Si vous n'avez pas sommeil, vous pouvez choisir un autre épisode,
une autre histoire de la bibliothèque des rêves. Ou alors, vous pouvez garder les yeux fermés, vous laisser aller et vous endormir. Dormez bien, faites de beaux rêves. Au revoir.